Donc, merci beaucoup pour votre engagement continu là, depuis le début de la journée. C'est la dernière présentation. L'idée est un peu de faire un wrap-up, surtout d'y donner un goût méthodologique. C'est au cœur de nos préoccupations. On est des chercheurs. Pour nous, dans notre vie, notre but, c'est de faire avancer la science, de faire avancer les connaissances dans un domaine. Vous avez vu un peu des résultats de recherche, des avancées au niveau de l'ingénierie des systèmes. Mais notre but, c'est aussi d'être utile, puis de faire en sorte que ce qu'on fait soit transférable dans l'industrie. Et au cœur de nos préoccupations, c'est est-ce que c'est possible de faire de l'expérience utilisateur enrichie, là, comme ce qu'on vous présente depuis ce matin, et de conserver des approches agiles dans le développement. Par approche agile, là, je sais qu'on a une panoplie de familles de développement, que ce soit du Lean UX, des approches plus développement logiciel, comme le Scrum. Donc, dans l'ensemble, l'idée, c'est ce qui nous anime tous, c'est l'itération, d'aller rapidement, très souvent auprès de nos usagers pour avoir leur feedback. On a des sprints peut-être de 15, 3 semaines, 1 mois qu'on doit respecter. C'est sûr que ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça devient absolument inutile dans l'industrie si ça prend 6 mois à analyser. Donc, c'est dans ce sens qu'on travaille. Évidemment, l'idée ici, c'est de vous fournir une vision. Pour nous, on est des chercheurs, on fait avancer les méthodologies, la connaissance. Donc, on veut vous partager notre vision ici sur comment ça s'intègre et comment, à travers, entre autres, les relations qu'on a avec nos partenaires dans certains projets, bien, nous, on fait avancer un peu les rouages là, qui permettent de faire ça, qui vont nous amener à notre projet Photoboot. Hein? On a des petites images à la fin pour vous présenter un peu sur ce qui va animer les 18 prochains mois là, de développement au Tech 3 Lab. Encore une fois, ce qu'on essaie de faire, de mettre une plateforme, une technologie en place qui va accélérer les tests utilisateurs puis les enrichir avec toutes les méthodes que vous avez vues là, au courant de la journée. François en a parlé tout à l'heure, mais une fois que ça va être mis en place, bien, il y a des choses qui vont pouvoir se faire rapidement, notamment les tests A/B ou des tests d'une interface sur différentes plateformes. Donc, si vous avez une plateforme responsive, là, de voir est-ce que l'expérience est vraiment la même à travers les devices. Hein, c'est la promesse du responsive de dire, bien, vous avez le même contenu, puis il va s'adapter au device, mais est-ce que l'expérience, est-ce que l'engagement est le même? Ça, il y a encore un point d'interrogation là-dessus. Donc, c'est des questions, nous, qui nous préoccupent, des questions d'industrie, qui on se dit, bien, avec ce qu'on est en train de mettre en place, on va être capable de répondre rapidement et de façon très riche à ces questionnements-là. Ce qu'on pensait pour animer un peu la séance sur la gestion de projet, c'est un peu vous présenter la grille à travers à travers laquelle on voit tous nos projets de recherche, que ce soit des projets de recherche ou des projets qu'on mène avec nos partenaires. Lorsqu'on a des gens qui viennent au laboratoire nous parler de leur projet, c'est la grille qu'on utilise. C'est une grille qui nous permet un peu de cadrer selon le stimuli, selon les étapes, de voir d'abord c'est quoi le problème à résoudre, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, puis avec quoi on veut le comprendre. Hein? On l'a vu depuis ce matin, il y a une gamme de mesures possibles. Il n'y a rien de magique, là. Il n'y a rien de 1 à 1, il n'y a pas de marqueur d'engagement où on peut aller mesurer directement avec nos instruments. C'est vraiment une somme d'informations qui, ensemble, nous informent. Donc, l'idée, c'est on a différents types d'informations. On a l'information visuelle, vous l'avez vu avec l'oculométrie, l'information émotionnelle qu'on mesure soit avec la physiologie, avec Face Reader, c'est ce que Élise vous a montré, et des états cognitifs qu'on peut mesurer aussi avec l'oculométrie. Patrick Charland vous a parlé de taille, de dilatation de la pupille, par exemple, pour mesurer la charge mentale, de mesures physiologiques, le rythme cardiaque aussi. Il y a certaines fréquences qui peuvent nous informer d'états cognitifs. Et en neurophysiologie, ce qu'on fait avec l'électroencéphalographie. Donc, l'idée, c'est qu'on a différents types de mesures, on a différents types d'informations qui peuvent nous informer, entre autres, de l'engagement. Oui. Sur l'autre axe, l'axe des X, là, on a les événements. Donc, si par exemple, c'est un site de commerce électronique, l'événement, ça va peut-être être regarder ou peser sur le bouton d'achat ou voir le shopping cart pour la première fois ou regarder le prix ou la photo du produit. Donc, un événement, c'est une problématique qu'on veut optimiser. Hein? Donc, le partenaire peut nous arriver et dire, bien moi, je ne suis pas sûr si mon bouton est à la bonne place, la bonne couleur, etc.
Donc ça devient un événement. Puis dans le fond, dans certains cas, c'est l'oculométrie qui va déclencher cet événement-là. Hein, si la personne regarde cette zone-là, puis c'est la zone d'intérêt, on va dire « Ah, là, il vient d'avoir un événement ». Ce qui est intéressant, c'est que l'événement peut apparaître plusieurs fois dans une session. Donc, toutes les fois que la personne regarde le bouton « Achat », ça peut arriver plusieurs fois. Puis là, c'est cet événement-là, oculométrique, qui va servir de trigger, si on veut, pour les autres types d'analyses que François présentait et Lise tout à l'heure, dire quand la personne a regardé le bouton achat, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement, cognitivement, durant cette séquence-là qui est très courte. Donc, un peu avant, un peu après. Ça va, les filles? Ça ne sera pas long, il nous manquait d'électricité. Pour revenir sur les événements, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. En neuropsychologie, ces événements-là seraient présentés par le logiciel de présentation. Il y en a plusieurs, E-Prime, Presentation. Et ces événements-là sont fixes. Ici, comme le mentionnait Sylvain, il faut les trouver, ces événements-là. Et il y en a certains qui sont de votre côté. Hein. Par exemple, le projet qu'on a avec Hibernum, les événements de changement de template dans le jeu, d'interface, c'est eux qui ont l'information. Donc, on est capable d'aller directement à l'aide des logs du jeu, obtenir les changements de page, ce qui nous permet de nous informer du template oculométrique à choisir. Okay? Donc, les événements peuvent venir de comportements qu'on a enregistrés sur le serveur ou, lorsque ce n'est pas possible, il faut utiliser l'oculométrie comme source de potentiel événement ou de choix du... Puis ce qui va nous intéresser, c'est, on a l'événement, c'est qu'est-ce qui s'est passé quelques secondes, millisecondes avant. Donc, quel était l'état avant. Puis c'est peut-être un état intéressant parce qu'on se dit, si on met la personne dans cet état-là, il va arriver cet événement-là. On peut faire des corrélations comme ça. Ou qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, je mets quelque chose dans mon panier d'achat. Comment je me sens après? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des remords? Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la tête des gens avant ou après des événements. C'est ces fenêtres-là qui, pour nous, sont extrêmement intéressantes. Puis on est capable de définir ces besoins-là de qu'est-ce exactement est la source d'intérêt de l'investigation. Plus on est capable, ex ante, avant d'aller, décidément en latin aujourd'hui, avant l'expérimentation, si on peut aller créer ces marqueurs-là, ça accélère énormément ensuite l'analyse. Hein. Donc, si on sait ce qu'on cherche, que ce soit des événements qui se passent, donc des anticipations avant un événement ou des réactions à la suite d'un événement ou quelque chose qui se passe entre deux événements, déjà, nous, on est capable, d'un point de vue de gestion du projet, soit de la recherche ou soit de la recherche en collaboration, on est capable d'aller prédéterminer beaucoup d'éléments qui accélèrent l'analyse. Ouais. On va vous donner quelques exemples. Par exemple, avec Sobeys, qui est un de nos partenaires, ce qui nous intéresse, c'est des événements, ou je dirais la période entre les événements. Puis on utilise, comme je vous mentionnais un peu plus tôt ce matin, toutes sortes de mesures qui sont triangulées. Donc, on a de la mesure oculométrique. On veut voir où la personne regarde pendant qu'elle prend ses décisions d'achat, les émotions, et aussi de la mesure physiologique, qui est, je ne me souviens pas. Émotion, oui. En tout cas, charge mentale, hein, c'est ce qui nous intéresse qu'on construit, charge mentale puis émotion. Essentiellement, ce qu'on veut, encore une fois, c'est de prolonger cette période-là d'engagement puis de voir ce qui se passe aux décisions, aux choix de produits. Une autre recherche qui a été menée par une étudiante de maîtrise qui doit être dans la salle quelque part, Marie-Christine Bastarache. Elle est comment? Alors, c'est bon. C'est une recherche de maîtrise qui a été menée. L'idée, c'est un peu d'illustrer comment, dans le contexte du jeu ici, on a pris un jeu open source et on a pu bénéficier des API pour aller chercher les événements du jeu. Mais ici, l'idée, c'est d'être capable de mesurer le flow en contexte multijoueur. Et elle est établie sur une théorie en psychologie qui s'appelle la contamination émotionnelle. Donc, on a recréé en lab un contexte où on avait un environnement multijoueur où les gens ne pouvaient pas se voir, mais pouvaient uniquement s'entendre, un peu comme lorsqu'on joue en mode multijoueur à distance dans le confort de notre foyer. Mais ici, l'idée, c'était de voir à quel point, à travers le seul canal audio, à quel point l'émotion des autres joueurs pouvait contaminer, venir influencer ma propre perception du flow. Et les résultats sont très encourageants. On est capable de prédire une bonne partie de la perception de ce flow-là d'une personne
par le biais des réactions physiologiques des autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est à explorer. On a présenté à Neurogaming en Californie au mois de mai. On continue cette recherche-là, mais il y a vraiment un beau potentiel là, de mieux, dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est de mieux matcher les joueurs. Si on est capable de matcher ensemble des joueurs qui sont capables, ensemble, d'avoir plus de plaisir, bien évidemment, on parle d'engagement, de continuité d'utilisation. Tout ça vient de pair. Oui. Un autre projet qu'on a fait, c'est de l'achat de musique en ligne. Donc, encore une fois, la panoplie de mesures, l'électroencéphalographie, la mesure de charge électrodermale et oculométrique. Puis, dans ce cas-là, ce qui nous intéressait, c'était quand la personne débute sa session de magasinage, qu'est-ce qui se passe? Donc, les premières secondes, quand on s'oriente sur le site. Puis aussi, quand on met quelque chose dans le panier d'achat, qu'est-ce qui se passe avant et après? Donc, 30 secondes avant et après, pour voir justement les réactions, qu'est-ce que ça a comme effet sur une personne de mettre la chanson qu'elle a trouvée sur le panier d'achat. Est-ce qu'elle se sent positivement affectée par ça ou pas, parce qu'elle a peut-être un remords sur le prix, etc. Donc, c'est une recherche où est-ce qu'on a vraiment utilisé une panoplie. Puis, encore une fois, l'aspect intéressant de ce qu'on fait, c'est qu'on synchronise ces choses-là. Donc, on est capable vraiment d'aller de façon très précise avant ou après un événement, calibrer, puis voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'engagement et de l'état de la personne. Une des motivations de ce projet-là, c'était aussi d'étudier l'émotion post-achat. C'est bien beau, là, on l'a mis dans le panier, ce n'est pas encore terminé, la transaction n'est pas finie, et d'aller voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans le moment de rentrer sa carte de crédit. Puis, donc, il y avait une volonté là, de pouvoir étudier l'émotion avant et après. L'autre élément, c'est qu'on aurait très bien pu prendre le marqueur. Au lieu de prendre le bouton, on clique sur le bouton. On aurait pu prendre le marqueur, on regarde le bouton. Je n'ai pas encore cliqué dessus. J'envisage, je suis proche de vouloir acheter, mais je n'ai pas encore cliqué dessus. Et ça aussi, c'est un marqueur intéressant qu'on peut uniquement obtenir par l'oculométrie lorsqu'on est très bien synchronisé. Patrick en a parlé de celui-là. C'est vraiment ce qu'offre la possibilité de l'oculométrie mobile, ou dans le contexte où on a une interaction avec plus que l'interface. Puis je pense que la définition même de l'expérience utilisateur, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà de l'utilisabilité, c'est de dire que je n'ai pas juste une interface, j'ai tout le contexte dans lequel cette interface-là s'embarque. Ça peut être une interface qui est utilisée dans un contexte social. Ça revient vraiment à l'analogie du menu de restaurant qui est notre interface utilisateur pour commander, mais essentiellement, ensuite, j'ai le serveur, j'ai la musique, j'ai la nourriture qui viennent enrichir l'expérience. Mais beaucoup de ça ne se passe pas dans notre interface. Ça se passe autour, et le contexte d'utilisation, l'oculométrie mobile, appelle à être capable vraiment d'aller au-delà de notre interaction seulement avec l'interface. C'est ce qu'on fait, entre autres dans le cas de Lego, leur grande question, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de comprendre comment les gens qui sont, les enfants qui sont des bons, qui résoudent les problèmes rapidement, facilement, puis qui sont capables de résoudre les problèmes en mathématiques puis en robotique, quelle est leur démarche attentionnelle? Pour qu'on soit capable de, si on comprend mieux la démarche attentionnelle d'un enfant qui résout un problème, mais essentiellement, c'est de mieux former les professeurs. Le grand défi de Lego, c'est d'amener des gens des professeurs de secondaire, de primaire, qui n'ont jamais été formés à la robotique, à soudainement être capables de coacher les enfants à le faire. Et ça, c'est pas clair. Donc, et la seule façon de le faire, c'est d'être capable de comprendre l'attention divisée entre l'interface et, dans ce moment-ci, un petit robot qui est à l'extérieur de l'ordinateur. On vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le projet PhotoBooth, c'est un projet sur lequel on travaille. Puis vous avez vu des morceaux, des composantes de ça aujourd'hui. Il n'est pas à terme encore, mais on y travaille. Puis essentiellement, si vous... PhotoBooth, vous savez ce que c'est, c'est une boîte, ça n'existe plus tellement, vraiment souvent. On ne voit pas ça souvent. C'est très rétro, hein? Dans des vieux centres d'achat, peut-être, vous voyez ça. Vous asseyez, là, puis vous mettez 2-3 $, je ne sais pas c'est combien, puis là, il y a des photos qui sortent après quelques minutes. Nous, c'est notre vision d'un test utilisateur. Dire, on est capable de faire ça rapide et aussi très riche, donc avec les méthodologies, encore une fois, qu'on vous a montrées aujourd'hui. Puis on travaille à ça, puis on fait je dirais, des grands pas de mois en mois pour y arriver. Pour avoir une solution assez intégrée où est-ce que quelqu'un pourrait dire, j'ai besoin de tester mon interface, mon prototype. On passe 10, 15 sujets là, dans la machine.
Puis rapidement, on arrive avec des outputs qui sont de type des cartes de chaleur traditionnelles, mais aussi des cartes physiologiques, des cartes de charge mentale, etc., qui pourraient être sorties pas mal plus rapidement que maintenant. La raison pour laquelle on dit que c'est un grand pas, c'est que, mais ce pas-là est très prochainement, c'est la prochaine slide, c'est qu'on a été très chanceux là, dans le financement qu'on a eu en décembre dernier de la Fondation canadienne pour l'innovation. Il y a une portion de ce financement-là qui est, entre autres, pour le développement, le soutien financier du développement de l'outil. Donc, ce qui nous permet de dire que non seulement on y travaille, mais que les horizons là, sont sur 18 mois. Puis, cet outil-là, on le parfait à travers notre propre utilisation au laboratoire, mais aussi dans le cadre des interactions qu'on a avec les partenaires. Donc, à terme, là, c'est la vision de développer, là, on est dans le thème des Lego, là, un photoboot. Oui, c'est pas trop rétro, hein, même, c'est un modèle Lego récent, là, d'être capable d'aller produire rapidement ce résultat-là. C'est important pour la recherche. Pour nous, une grande motivation, c'est d'accélérer le temps d'amener nos résultats de recherche sur le marché des publications scientifiques. Mais ce besoin-là est le même en industrie. Donc, toutes nos énergies là, sont concentrées au cours des 18 prochains mois à travailler sur cet environnement-là de développement. C'est autant la collecte de données que le traitement de la donnée. Puis dans notre cas, le traitement, ça veut dire la synchronisation de beaucoup de choses ensemble et du traitement statistique de ces données-là par la suite, pour arriver à une photo de votre prototype, là, dire est-ce que ça passe la barre ou pas. Donc, espérons que lors de la prochaine de ces journées-ci, on puisse vous montrer qu'on pourra vous montrer les résultats de nos avancées. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens présents. On vous est extrêmement reconnaissant d'être resté jusqu'à la fin. C'est une journée, on a organisé la première journée l'année passée. On l'a fait en janvier. Suite à l'annonce de notre financement, on l'a fait cette année. C'est notre ambition de renouveler l'expérience là, annuellement pour être capable d'échanger avec la communauté montréalaise dans le domaine de l'expérience utilisateur. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez vu un peu nos intérêts, nos compétences, l'expertise. Je pense qu'on a à HEC une masse critique de chercheurs dans le domaine intéressés par des vrais problèmes. Et c'est à travers cette collaboration entre l'académique et l'industrie qu'on est capable de faire des avancées. Ouais, on fait de la recherche appliquée, comme vous l'avez vu. Là, on est proche de l'industrie. Puis on aime bien quand l'industrie nous parle, puis nous dit voici mon grand défi cette année, cette semaine. Nous, ça nous nourrit dans nos projets de recherche, puis ça profite aux partenaires là, du laboratoire. Bien. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci d'être présent. Et un merci spécial à tous nos assistants de recherche, François et Lise, aux conférenciers de ce matin, Leonard, Alan, thank you for being here. Patrick and Eric were not there, but thank you so much. Thank you for visiting. And dernière chose, notre programme en expérience utilisateur à HEC, les inscriptions sont en février. Faites-le savoir. On pense que c'est à travers aussi le transfert dans la formation aux études graduées là, que tout ça peut émerger. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.